à toutes à cette conférence midi de Tina Bachu de l'Université d'Amsterdam. Nous sommes fiers d'avoir parmi nous cette Camerounaise. En fait, elle est née au Cameroun, qui est du côté anglophone. C'est la première de 4 enfants. Et Tina Bachu est arrivée au Canada à l'âge de 12 ans. Elle a grandi entre Laval et Amsterdam. Elle a fait son baccalauréat à l'Université d'Ottawa en développement international, puis sa maîtrise à l'Université d'Amsterdam en développement, environnement et conflit. Elle s'est passionnée pour le développement rural et les droits des femmes, et le titre de sa conférence, c'est Afrique du Sud, le droit à la terre pour des femmes. Alors, Tina, je te laisse la parole. OK, merci. Bonjour à tous. Je veux tout d'abord prendre le temps de vous remercier d'être ici. Et comme Denis a déjà dit, français ma langue seconde. Donc, si je n'arrive pas à expliquer quelque chose clairement, n'hésite pas à me faire savoir durant la période de questions. Donc, la présentation va dérouler comme suivant. Je vais d'abord parler de l'objectif de la recherche, puis, la méthodologie un peu, mais pas trop sur la méthodologie. Puis je vais donner aussi un contexte de la situation agricole en Afrique du Sud. Et donc, je vais parler de résultats en ce qui concerne le droit à la terre pour les femmes. Il est important de comprendre que la question du droit à la terre pour les femmes est sortie indirectement à la suite de la recherche et ne faisait pas partie de la question principale de recherche. Donc, le but de cette étude en tant que telle était de comprendre les stratégies de subsistance de petits exploitants agricoles vers la trajectoire plus large de transformation agricole. Donc, en étudiant, le concept de subsistance et la typologie ont été combinés. Donc, la raison pour la combinaison de ces deux concepts est que, 1, elles permettent une compréhension générale de stratégies de subsistance des ménages. Et 2, elles permettent aussi une meilleure compréhension de ces stratégies dans la discussion plus large sur la transformation agricole. Donc, mais cette présentation sera limitée au premier point seulement, parce que l'étude de choix de subsistance des familles, que ce n'est pas l'étude de choix de subsistance des familles que l'absence de droit à la terre pour les femmes est devenue évidente. Donc, comme vous savez déjà, la recherche a eu lieu à Limpopo, qui est une province au nord de l'Afrique du Sud. Et c'est une province avec une population de 5,5 millions de personnes. Et la langue principale de cette province comprend le Sesotho, le Tshivenda, le Boa et Titsonga. Mais le site spécifique de recherche sont Tchakuma et Chayandima, qui sont deux petits villages dans une même municipalité. Et donc, en entrant au Tchakuma, on est accueilli avec le buzz et les merveilleux cueilleurs du marché de légumes locaux. Il y avait vraiment un grand marché de légumes. Et les femmes commerçaient dans le marché, certaines exposaient pleinement, tandis que d'autres non, sous un soleil brûlant. Le marché, bien qu'il soit à côté du supermarché local, apparaît occupé alors que les acheteurs et les vendeurs négociaient le prix des fruits. Depuis ce marché au centre de Tchakuma, les fermes, les voubous, peuvent être aperçues un peu plus loin. Et les fermes, les voubous, c'est vraiment au contraire de la petite ferme qui existe dans le village. C'est déjà une ferme vraiment capitaliste, comme de larges fermes qui produisent pour l'exploitation. Le taxi-bus aussi, c'est comme un petit minivan qu'on appelle le taxi, mais c'est le petit bus. Le taxi-bus klaxonnait constamment à la recherche de passagers à destination de Tayando et Makado, qui sont deux villes aussi dans le village, à côté du village. Donc, marcher jusqu'à la colline, le bureau de l'argent de l'extension locale est situé à côté de la boucherie. Elle a toujours l'air fermée hors service. Sur le chemin, nous passons les maisons de magasins locaux et derrière eux, des parcelles d'exploitation familiale sont aperçues. En marchant jusqu'à la vue du barrage, les exploitations familiales de Tchakuma semblent être cachées dans la partie montagneuse du village. Donc, un problème aussi dans le village est que c'est vraiment montagneux. Donc, c'est vraiment
les gens ne voulaient pas aller trop loin dans le village parce qu'ils n'avaient pas plein de terre pour cultiver. Donc cet endroit est essentiellement important, surtout pour l'Afrique du Sud, car il est reconnu comme une zone où la densité de la terre est très élevée, dont en particulier parce qu'il s'agit d'une région montagneuse. L'intégralité de Tchakuma et Chayandima semble être riche en termes de ressources naturelles. La fertilité du sol permet un culture variété de fruits et de légumes, par exemple le mangue, les sanguiers, les épinards, le muchaina. Le muchaina, c'est une variété locale d'épinards. Donc, la région aussi est également tournée de différents débits fluviaux et certains barrages construits qui facilitent l'irrigation des fruits et autres cultures. C'est important de noter que dans la région, c'est presque 40% de femmes fait partie dans la main-d'œuvre agricole, 40% de femmes. Dans le contexte de recherche, comme pour pas du pays en développement, l'économie rurale de l'Afrique du Sud existe dans une dualité dans laquelle l'institution économique traditionnelle et moderne coexistent. Ça veut dire l'économie formelle et l'économie formelle. En particulier en ce qui concerne l'accès à la terre, l'homme et le développement rural. Cette dualité économique existe en raison de politiques telles que la redistribution de terres pour le développement agricole, RAD, qui vise à remédier la répartition inégale de terres et de ressources agricoles qui est prévalente dans le pays. Donc, les deux redistributions inégales sont des conséquences historiques de la déposition de terres, un processus qui souligne une vraie histoire de discrimination raciale du pays d'Afrique du Sud. Donc, mais je suppose aussi que nous sommes ici bien informés sur l'histoire de l'apartheid, donc je ne veux pas aller sur ces histoires-là. Donc, cette inégalité est très bien reflétée dans la propriété foncière dans le pays. Je ne veux pas expliquer toute l'histoire de la disposition de terre, mais il est important de noter que vers la fin de l'apartheid, les inégalités dans la propriété foncière étaient principalement une question de discrimination raciale. D'autant plus que 60 000 fermiers blancs détiennent environ 92 millions d'hectares de terre, tandis que la majorité de la population, 13 millions de personnes, étaient reclus dans les régions comme le ghetto dans le Soweto. Donc, pour plus de renseignements sur la politique du terre en Afrique du Sud, vous pouvez aussi chercher PLAAS, P-L-A-A-S. Je fais beaucoup de travail sur ce sujet. Donc, aussi, présentement, l'influence actuelle de la mondialisation et l'économie néolibérale dans laquelle le pays se trouve a eu aussi une énorme influence sur l'ordre du jour de la redistribution de terres. Donc, entraînant des expériences différentes, les niveaux de marginalisation pour les personnalités économiques des ménages de petits exploitants. Donc, dans ces ménages agricoles, bien que les femmes soient le travail agricole principal, leurs droits fonciers sont très mal représentés dans la politique même nationale et régionale aussi. Donc, de plus, l'intégration dans un marché libéral domestique non seulement marginalise le petit agriculteur, mais particulièrement les femmes parce qu'ils n'ont pas vraiment propriété de la terre. Même s'ils travaillent, même s'ils ont accès à la terre, ils n'ont pas propriété de terre. Donc, la politique de la redistribution de terre, qui cherche, en Afrique du Sud, ne cherche pas à redonner seulement les terres aux déposettes, mais aussi à créer une nouvelle classe de petits agriculteurs noirs émergents dans le pays. Donc, le gouvernement et le marché néolibéral sont les deux médiums principaux pour la mise en œuvre de la politique de redistribution. Donc, l'objectif de la redistribution est que ça puisse venir en aide à la production agricole et le bien-être des citoyens et par conséquent le développement économique du pays. Et si on regarde le document de politique et même le document de redistribution de terres, nous verrons que le gouvernement investit massivement pour essayer de créer cette nouvelle classe de fermiers noirs
mais il n'y a pas un emphase sur les femmes, même si c'est la femme qui fait le ménage dans la ferme. Donc, ou de s'assurer que les femmes doivent obtenir une propriété. Plutôt, les discussions du droit français demeurent surtout une question de race, mais ça ne veut pas être, ça doit être plus large que ça. Alors, je vais juste aller ensuite sur les résultats des recherches. Donc, juste pour les résultats, contrairement à l'ambition du gouvernement, les résultats de la recherche montrent que le petit agriculteur reste toujours marginalisé. Et si on regarde la répartition de terres agricoles parmi seuls étudiés, presque 48% des répondants ont déclaré un terrain moins de hectares. Donc, c'est vraiment, vraiment petit, même pour la subsistance. 10% de ces 48% ont rapporté de terrain de 0,5 hectares et 20% ont déclaré avoir accès à la droit de 0,8 hectares. Donc, de la population totale, 8,5% de fermiers ont déclaré un terrain de plus de 10 hectares. Donc, ça, c'était vraiment un contrat comme 0,5 hectares, puis 10 hectares. Donc, il y avait déjà dans le groupe de petits agriculteurs, il y a déjà une inégalité pour l'accès à la terre. Donc, ceci est particulièrement pire aussi pour les femmes, parce que les femmes, ce que j'ai vu, les femmes, même s'ils ont accès à la terre, c'est accès est secondaire. C'est grâce à le mari ou le beau-père ou comme des familles. Le terre appartient à la famille, pas à la femme. Donc, c'est à partir de la famille que la femme a accès à la terre. Donc, si le gouvernement sud-africain cherche à créer cette classe de nouveaux agriculteurs, le droit de femme pour la propriété doit être intégré dans la politique de la redistribution. Donc, il est important aussi de noter que le gouvernement sud-africain s'efforce de créer cette nouvelle classe, que des recherches antérieures sur le droit foncier des femmes montrent que ces politiques offrent aux femmes, si on intègre le droit à la femme pour l'accès à la terre, ça va aussi donner des aspects positifs pour le développement pour la femme, mais pas seulement pour la femme, mais aussi pour la famille et pour la communauté. Donc pour les femmes vont être 8 fois moins susceptibles d'être victimes de violences domestiques s'ils ont propriété, ils ont accès, pas seulement accès, mais s'ils ont propriété de terre. Les enfants de la famille ont 10% moins de chances d'être malades. L'augmentation de l'épargne des femmes aussi vont être comme 35%. Et les femmes aussi vont consacrer plus de budget à l'éducation de ces enfants. Donc, elles aussi, son revenu va être de 3,8 fois plus. Donc, déjà, il y a des aspects positifs pour le développement, pas seulement le développement de la femme, mais le développement de la famille et le développement de la communauté, du fait que le droit à la terre pour les femmes est intégré dans la politique de la redistribution des terres. Et c'est aussi cette côté-là, c'est vraiment en ligne aussi avec un grand nombre de réponses que j'ai reçues des agriculteurs quand je leur demandais ce qu'ils feraient si on lui donne plus de terre. Certaines de ces réponses ont été qui allaient augmenter les productions afin qu'ils soient en mesure d'approvisionner le marché local. Cela leur permettra plus de revenus afin d'être en mesure de prendre soin aussi de leur famille. Mais en raison de ressources limitées, principalement financières, physiques, ces agricultrices sont constamment marginalisées. Donc, il y avait, je me souviens d'une femme, elle avait 4 enfants et elle avait un terre comme de presque 0,8 hectares, mais ce n'était pas même sa propre terre, c'était la terre d'une autre agricultrice. Donc, c'est cette femme-là qui a décidé de donner un petit morceau à cette femme parce qu'elle avait 4 enfants, elle n'avait pas un mari, elle est seule, son mari est mort, elle n'a pas de famille pour l'aider pour
préoccupés avec des enfants. Donc, on voit des situations comme ça où les femmes vont essayer de trouver des moyens pour avoir plus d'accès à la terre, mais ce n'est pas vraiment le moyen, c'est informel, ce n'est pas un moyen formel qu'ils vont avoir et dans le gouvernement ou les communautés, ou comme en Afrique, dans le village où j'étais, c'était vraiment traditionnel, aussi pour avoir la chef du village, aussi pour avoir plus d'accès à la terre. Mais souvent, on voit que c'est des hommes qui peuvent aller au chef pour demander accès à la terre, puis les femmes aussi pour utiliser la terre que le mari a demandé. Mais pour le cas de ces femmes-là, elles étaient veuves, elles n'avaient pas un mari, elles ne pouvaient pas aller à la chef pour demander. Et ce qu'elle peut faire, c'est juste comme charity, c'est que la femme a fait, elle a juste dit, voici, ça c'est ma propriété, tu peux juste avoir ce petit morceau, tu fais ton travail, puis c'est juste à toi. Tu n'as rien à me donner, c'est juste à toi et tes enfants. Donc on voit aussi que face à ces limites d'accès, les femmes vont aussi chercher des espaces publics comme des universités ou des cliniques, hôpitaux, et se renseigner sur des terres non utilisées. Comme il y avait aussi d'autres femmes qui peuvent aller parce qu'il y avait l'université du Venda, c'est vraiment une large université. Donc il y a de terres non utilisées. Donc les femmes vont aussi aller à l'université pour faire faire une demande s'ils peuvent utiliser cette terre-là. Mais même à ça, c'est un accès, mais ce n'est pas un accès comme concret. C'est quoi le mot que je cherche? Ce n'est pas un accès formel, oui, c'est ça. Donc, dans n'importe quel moment, l'université peut le dire. Voici, c'est ma terre, je veux mon terre, je veux que vous quittez. Tu vois, donc c'est pas grand-chose. Donc, ouais, c'est ça. Donc, pour la politique, on voit que la politique de terre en Afrique du Sud, c'est vraiment, dans la politique de gouvernement, c'est vraiment limité dans la question de race et l'inégalité entre les deux races, mais il ne parle pas vraiment dans l'égalité entre les femmes et les hommes pour avoir accès à la terre ou pour avoir propriété à la terre. Donc ça, c'est vraiment un point important qui doit être intégré dans la politique et maintenant, en Afrique, ça, c'est un travail qui est fait souvent par les ONG, par le gouvernement. Il y a des ONG qui travaillent pour le droit à la terre pour les femmes. Et même à ça, c'est vraiment aussi difficile de créer un espace où les ONG et le gouvernement peuvent parler de ces sujets-là, peuvent parler comment créer une politique pour avoir que la femme a un droit formel à la terre. Et surtout dans le grand ville, c'est plus facile. Mais dans le village, dans la communauté rurale, c'est un peu plus difficile parce que la communauté reste un peu plus traditionnelle. Et comme le sujet comme droit à la terre, il y a la politique où il y a le droit à la terre communauté. Donc, le gouvernement dit même si les femmes n'ont pas accès à la terre, la communauté a accès à la terre et les femmes peuvent demander à la communauté, moi je veux. Mais même à ça, on voit qu'il y a toujours des corruptions pour l'accès, il y a toujours les hommes qui disent oh non, mais ça appartient à ma famille. Donc, il y a toujours une complication avec l'histoire. Comme le propriétaire de terre communauté pour les femmes n'ont pas toujours accès à cette terre-là. Donc, ça, c'était un peu mon discussion. Je peux encore parler un peu plus sur le plan de redistribution en cours en Afrique du Sud. Donc, la redistribution de terres a subi plusieurs changements au cours des années. Tout d'abord, la redistribution de terres a été implémentée dans le cadre de loi de Settlement Land Acquisition Grant, qui favorise les terres foncières pour la population noire. Donc, selon ce régime, les ménages agricoles pourraient fournir les subventions reçues pour l'achat de terres. Donc, bien que cela ait eu lieu, cela a conduit les ménages à vivre avec une insuffisance en terre, où la génération de moyens de subsistance des ménages de la terre est très difficile.
En route, l'aide reçue après ce règlement de loi était inappropriée pour soutenir, c'était vraiment inapproprié pour soutenir le ménage et semble de ne pas être durable sur long terme aussi. Le fait du programme de SLAG ont conduit à l'élaboration d'un nouveau programme connu sous le nom LRAD, ou Land Redistribution for Agrarian Development. Et ce programme-là, c'est ce programme-là qui est encore en vigueur. Et ça a commencé fin de 2000. Et une différence entre les deux programmes de redistribution est que n'importe qui peut être qualifié pour l'obtention de LRAD. Avec LSLAC, c'était plus facile pour une communauté pour avoir accès à la terre. Mais avec le programme de LRAD, maintenant, c'est plus facile pour un individu pour avoir accès à la terre. Mais même à ça, c'est déjà aussi... C'est encore difficile parce qu'il y a moyen... il y a un moyen limite, comme il y a une limite financière que tu dois avoir pour acheter la terre. Donc, quand on dit redistribution, c'est pas comme le gouvernement va te donner une terre. La terre n'est pas gratuite. Donc, le LRAD, ça veut dire qu'il y a un propriétaire blanc qui veut vendre sa propriété. Donc, toi propriétaire fermier noir, tu peux aller acheter. Donc, la redistribution fonctionne vraiment dans le marché néolibéral. Ce n'est pas un processus où le gouvernement veut dire je vais redistribuer. Ce n'est pas une redistribution. Si tu veux vendre, je vais l'acheter. Donc, ce n'est pas vraiment une redistribution. Donc, de plus, LRAD, qui a été principalement encouragé par la Banque mondiale, accorde les subventions à des individus plutôt qu'à des ménages communautaires. Donc, le changement de SLAG à LRAD présente également un changement d'une commune à une approche plus individuelle au sein de ménages agricoles. Ce changement a permis au gouvernement d'investir dans une catégorie, que j'ai déjà parlé, dans la catégorie de femmes noires émergentes considérées agriculteurs qui sont précurseurs dans la transformation du secteur agricole du pays. À noter dans les deux politiques, le traitement de la réforme agricole avait un soutien très limité de subsistance agricole. Et comme c'est remarqué, l'influence de la politique économique néolibérale sur la réforme aussi, en agricole en Afrique du Sud a donc laissé la répartition propriété foncière. Donc dans ce marché néolibéral aussi, il n'y a pas vraiment la chance pour intégrer le besoin des femmes d'avoir accès à la terre. C'est comme si tu peux avoir accès à la terre, donc tu vas l'avoir. C'est pas comme si tu as besoin de terre. Dans le marché, si tu as le moyen d'acheter la terre, tu peux l'acheter. Donc, même pour les femmes, et même si c'est une femme qui fait le travail, qui fait le ménage dans le ferme, il n'y a pas vraiment une politique pour assurer que les besoins des femmes dans l'espace rural sont intégrés, c'est ça. C'est ça.